Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chers clients, bonjour chers confrères. Nous allons nous focaliser sur l'ETF en tant que produit qui supporte des frais qui ne sont pas toujours bien compris. Et voilà donc le thème de notre sujet du jour, les vrais coûts des ETF. Une fois qu'on vous a expliqué qu'il y avait des frais, vous expliquez qu'il ne suffit pas de regarder les frais de gestion. C'est un webinaire pédagogique et qu'on va débuter la semaine prochaine les webinaires très opérationnels. Bon, je commence par une blague. Il y en a un qui avait tout compris sur le problème des coûts. C'est Johnny Hallyday. Allez, parce qu'il chantait les coûts, oui, ça fait mal. Les coûts, ça fait mal au portefeuille. Allez, on y va. On va parler de deux choses. Parce que quand vous achetez un ETF, vous payez aussi les coûts de transaction, évidemment. On ne peut pas y échapper. Ce n'est pas dans la poche de la société de gestion de l'ETF. On va expliquer à chaque fois dans quelle poche ça va, mais vous les payez. Donc, on va s'arrêter d'abord sur les coûts de transaction et puis après, on parlera des coûts de détention. Donc, les coûts de transaction, schématiquement, sont les commissions d'exécution qui vont dans la poche du broker. Le broker que vous ne connaissez pas forcément parce que quand vous faites appel à une plateforme de type Interactive Broker, eux, son broker, ont un accès au marché, mais votre banque, parfois, n'a pas accès au marché ou doit faire appel à sa filiale ou à un sous-broker. Il peut y avoir des sous-brokers également parce que le broker n'a pas forcément accès à tous les marchés. Alors, je ne suis pas sûr que vous alliez sur d'autres marchés que l'Europe ou les États-Unis, mais nous, ça peut arriver. Le broker avec lequel on travaille à Paris n'a pas forcément l'accès. Donc, il y a possiblement deux étages dans ces commissions d'exécution, le broker et le sous-broker. Évidemment, quand vous achetez un ETF en devise, il y a des commissions de change d'une manière ou d'une autre, d'où l'intérêt d'avoir un compte en devise, de manière à ne pas faire le change à chaque fois. Si vous savez que vous travaillez régulièrement avec des ETF cotés en dollars, conservez une poche de dollars. Et un des nombreux avantages de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est que vous pouvez avoir des comptes en devise. Et le troisième point, peut-être le moins compris et peut-être le plus important, c'est le coût lié à la liquidité. Et on va s'arrêter là-dessus un instant. Je m'interromps juste une seconde pour vous rappeler que, bien entendu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également commenter. Vous pouvez vous inscrire pour participer en direct au prochain webinaire. Et évidemment, partager la vidéo si vous l'avez appréciée avec ceux que vous aimez. Et puis, si vous ne l'avez pas apprécié, vous pouvez la partager avec ceux que vous n'aimez pas. Et le troisième point, peut-être le moins compris et peut-être le plus important, c'est le coût lié à la liquidité. Et on va s'arrêter là-dessus un instant. D'abord, avant de parler des coûts de la liquidité, un ETF, c'est un code ISIN, mais c'est plusieurs places de cotation. Et parfois, dans des devises différentes, souvent, vous avez Londres en dollars, Xetra ou Euronext en euros, mais vous pouvez avoir aussi plusieurs places en euros. C'est important de l'acheter entre guillemets sur la bonne place. Alors, si vous me demandez quelle est la bonne place, je ne peux pas vous répondre, c'est au cas par cas. Et je vous ai mis l'un sur l'autre les cours d'un même ETF, l'Amundi S&P 500, sur deux places différentes. Donc ça, je ne sais pas si vous gérez vous-même le compte de vos clients, si vous gérez votre portefeuille, quel est le choix de place que vous avez? Est-ce que vraiment vous avez un choix complet ou alors votre Boursorama vous guide uniquement vers la place parisienne? Ça, il faut avoir un outil quand même assez affûté pour vous proposer plusieurs places. Ensuite, il faut bien comprendre ce qu'est le carnet d'ordre, d'un ETF en tout cas. Un carnet d'ordre, je reprends les bases, excusez-moi si vous êtes habitué à ça, mais je veux quand même, c'est important de s'arrêter. Le carnet d'ordre, il est composé de deux parties. Ici, et ici. À gauche, vous avez les acheteurs et à droite, vous avez les vendeurs. Ici, vous avez le nombre d'intervenants au prix donné. Donc, vous avez un intervenant qui achète 1929 Amundi MSCI Eastern Europe à 40,42. Et ici, vous avez un intervenant qui vend 100 titres à 40,50. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce tableau-là? La première chose,
et là, c'est vraiment spécifique aux ETF. Vous voyez, bon, évidemment, personne ne vend et n'achète les mêmes quantités. Chacun a son nombre de titres à vendre ou à acheter. Mais ici, vous avez le même nombre à l'achat et à la vente. Bizarre, non? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Pourquoi il y a exactement le même nombre de titres à l'achat et à la vente? C'est le market maker qui assure la liquidité et c'est la même personne. En fait, le même établissement, c'est le market maker. Et donc, ça, déjà, ça vous informe sur le véritable prix de l'ETF. Quel est le juste prix de l'ETF? C'est la moitié, c'est au milieu des deux, du bid et du ask. Donc, en l'occurrence, c'est ici. Et tout ce qu'il y a au-dessus, en fait, ce sont alors soit des particuliers, soit des professionnels qui passent par le marché. Mais ça veut dire que si vous êtes acheteur, par exemple, de 3000 titres, vous allez acheter les 100 ici, les 6, etc. Vous allez descendre le carnet, en supposant que personne ne se rajoute. Et puis arrivé ici, vous allez lui acheter ces 2846 titres, mais normalement, enfin, toute chose égale par ailleurs, hein, on estime que dans le même temps, l'indice ne bouge pas. Il va rajouter des titres. Il va rajouter des titres autant que le besoin. Donc le carnet d'ordre, il peut être différent entre eux, et il est différent, et c'est ce qui morcelle la liquidité entre les différentes places boursières. Et donc, le prix de cette liquidité, ici, alors imaginons que vous n'ayez pas besoin de descendre le carnet pour ne pas calculer des prix moyens compliqués. Imaginons que vous achetiez juste 100 titres. Eh bien, le spread, là en l'occurrence, le spread ici, il est de 0,20. Mais le spread proposé par les market makers, il est de 0,56. Alors, ce n'est pas sur tous les ETF qu'il y a autant de monde au-dessus du market maker. Hein. Souvent, le market maker est le premier. Mais c'est ce coût-là que vous payez. Et donc, ce n'est pas négligeable. Hein. Ce n'est pas négligeable. Et si vous pouvez le réduire, il faut le réduire. Et je vais vous expliquer comment on réduit ces coûts-là. Et c'est une source d'économie très importante. Donc, j'en profite au passage aussi pour vous dire qu'attention, ce que vous voyez sur votre outil de bourse, le last, le dernier cours coté, est une chose différente de la valeur de l'ETF. D'accord? Mais ce qu'on lit ici, donc on zoome la dernière période, c'était hier à 11h34. D'accord? Donc là, ça veut dire que la dernière cotation, donc le last, il est à 10h08, que le dernier cours, c'est le petit point rouge et c'est le montant qui est là, 540. Mais si vous escomptez l'acheter à ce prix-là, vous vous trompez, vous ne pourrez pas. Parce que la fourchette, depuis entre 10h08 et 11h34, il s'est passé des choses sur l'indice et l'indice a progressé et la fourchette s'est déplacée. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien les couleurs, mais le bid, la photographie à l'instant T du bid, il est à 541,20 et du ask à 542,80. Donc, si vous voulez acheter maintenant, vous achetez à 542,80. OK? Donc déjà, comprendre le prix que vous allez payer. Ensuite, alors là, on a un exemple où, assez logique, vous avez le dernier cours de l'ETF qui est là, et vous avez le ask qui est au-dessus, et le bid qui est là. Bon, alors ça veut dire que si vous achetez, et si vous achetez dans le marché, vous allez créer une cotation, et le cours va venir monter ici, sur le ask. Vous avez acheté. Mais là, à ce stade, le bid et le ask, on ne sait pas si, puisqu'on là, on n'a pas le carnet d'ordre, s'il y a un titre ou s'il y en a 500 000. D'accord? On ne sait pas si c'est un particulier ou le market maker. Donc, je zoome sur cette zone-là et voilà ce qui se passe en fait souvent. Imaginons que ce soit le market maker. Il faut comprendre que le market maker, donc il est ici, market maker, mais que le prix proposé par le market maker en bourse, il est composé de deux choses. Il est composé ici de sa marge et ici, alors je ne vais pas l'écrire en entier, du prix qu'il paye à la bourse. Par exemple, Euronext. D'accord?
Alors, c'est pas forcément 50-50, hein, là je l'ai mis au milieu, ça peut être variable. Mais en tout cas, il est composé de deux parties. Ça veut dire que si vous avez accès, et je pense que sauf si vous êtes une société de gestion, vous n'avez pas accès. Si vous avez accès au market maker, vous allez payer ce prix-là. Si vous êtes acheteur encore, et si vous êtes vendeur, vous allez payer ce prix-là. Donc, vous allez vous faire l'économie de cette partie-là, ou l'économie de cette partie-là si vous êtes vendeur. Donc ça, encore, à un moment, bon, alors c'est vrai que quand on parle d'ETF, on parle de frais qui sont limités. Mais comme on empile beaucoup de frais limités, ça fait de l'argent au bout, hein. Donc, avec nous, effectivement, on passe régulièrement par des market makers qui permettent d'avoir ce prix-là. Donc voilà, la conclusion de la partie sur les frais transactionnels, c'est que déjà le dernier cours est une mauvaise indication de la valeur d'un ETF et qu'il est possible d'acheter moins cher que les prix affichés. On bascule sur les coûts de détention. Et c'est vrai que quelque part, cette première partie, elle se positionne vraiment du côté de l'investisseur, mais qu'en réalité, aucun de ces frais-là, dont je viens de parler, les coûts de transaction, ne tombent dans la poche de la société de gestion de l'ETF. Donc, ne sont pas vraiment liés à l'ETF. D'accord. Mais vous les payez quand même. Les coûts de détention, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a des coûts qu'on ne voit pas. Il faut avoir ça en tête quand même, parce que je ne veux pas faire du sensationnalisme en vous disant, chers amis, on vous trompe, il y a des frais, on vous les cache. Pas du tout. Il y a juste des frais qui peuvent être connus au départ, il y a des frais qui sont inconnus, que vous payez indirectement parce qu'ils sont pris dans les cours, dans la valeur liquidative de l'ETF, mais il faut que vous les connaissiez, parce qu'ils s'accumulent en permanence et au bout du compte, ça fait de l'argent. Alors, j'ai pris un exemple, vraiment du hasard. Donc, ce qu'on vous affiche, c'est les frais de gestion. D'accord. On dit 0,15 et c'est ce que tout le monde compare. Est-ce que c'est une grosse partie, une petite partie bon, on va voir. D'abord, il y a un abus de langage. D'accord. Parce qu'il y a deux notions en vérité. Il y a le TER et les frais de gestion. Et ce qui est fait affiché ici sous la domination frais de gestion, c'est en réalité le TER. D'accord. Et d'ailleurs, de mémoire, après avoir vu, je n'ai pas fait la copie d'écran, je suis désolé, c'est ce que explique la petite étoile qui est au-dessus. Le TER, c'est le Total Expense Ratio. C'est des frais qui englobent les frais de gestion. On va le voir, je crois qu'on le voit juste après. Voilà, vous avez ici le document d'information clé. On retrouve nos 0,15%. Et il est bien indiqué que ce ne sont pas que les frais de gestion, c'est les frais de gestion et les autres frais administratifs ou d'exploitation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre frais administratifs pour faire tourner une société de gestion, il y a besoin de banque dépositaire, il y a besoin de comptable, il y a besoin de compliance. Donc tout ça rentre dans ces autres frais. Et puis voilà, et les frais de gestion, c'est ce que gagne le chiffre d'affaires de Amundi en l'occurrence. Mais vous allez comprendre que ces 0,15 n'est pas du tout, même si ça inclut et les frais de gestion et les frais administratifs, c'est pas du tout la seule chose que vous allez supporter avec votre ETF. Et une bonne manière de le voir, c'est de regarder les perfs. Et là, Amundi est très explicite et en plus sur une très longue durée. Vous regardez votre ETF, vous regardez votre benchmark et surtout, vous regardez le spread, la tracking différence. Et c'est une notion très importante. En même temps, pour une fois, on est content en finance. On a quelque chose de simple et de très utile. Et qu'est-ce que vous voyez ? C'est que chaque année, la différence, elle est supérieure, voire très supérieure à vos frais de gestion ou votre TER, en tout cas à nos 0,15. Et si vous prenez depuis l'origine, vous voyez l'écart, 29%. Donc, désormais, quand vous entendrez, je ne sais pas, ici et là, quelqu'un vous dire « Ah, les ETF, c'est génial », vous faites l'indice. Alors déjà, s'il s'arrête, vous faites l'indice, vous commencez à pleurer de rire.
Et celui qui vous dit, vous faites juste l'indice moins les frais de gestion, vous souriez en coin, quoi. Bon, restez poli. Hein. Cet écart, il vient que la société de gestion supporte des frais, je vous dis, qui ne sont pas prévisibles initialement. Par exemple, les coûts de dans les coûts de il y a les coûts de réplication qui sont décomposés par les coûts de transaction. Les coûts de transaction, quand il y a des rachats, donc des destructions de parts ou des souscriptions, des créations de parts, et c'est pas gratuit. Ensuite, l'indice sous-jacent est modifié naturellement. Il n'y a pas d'indice qui reste figé ad vitam aeternam. Vous avez également les dividendes qu'il faut réinvestir. Et donc, là encore, il y a des coûts de transaction. Et puis, il y a ce qu'on appelle le slippage. Slippage, c'est par exemple, vous touchez un dividende et vous touchez à la fin de la journée, et le lendemain matin, imaginez que l'action elle a gagné 10%. Vous achetez 10% plus cher. Mais l'indice, lui, l'indice, c'est de la théorie. Le TF, c'est la pratique. Vous savez bien, entre la théorie et la pratique, il y a un écart. Vous ne pouvez pas investir dans la théorie. Hein, comme disait Pierre Desproges, moi j'ai envie d'aller vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout va. Vous avez également la fiscalité sur les dividendes. Quand un dividende, c'est une retenue à la source, d'où également l'intérêt. Donc la société verse 100 de dividendes, l'ETF va toucher, je ne sais pas, 90, 85, 80. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que vous avez vous savez, vous avez des, comme on dit, vous avez des ETF en LU, en IE, en FR. Ça veut dire qu'ils sont soit domiciliés en France, en Irlande ou au Luxembourg, pour la grande majorité. Et vous avez vu, il y a quelques années, des sociétés de gestion qui étaient plutôt franco-françaises créer des parts en LU et en IE parce qu'il y a des accords fiscaux entre les pays. Et lorsque vous avez, par exemple, un ETF de droit irlandais investi sur des valeurs américaines, comme les droits irlandais, la retenue à la source va être plus faible que s'il était droit français. C'est pour ça que vous avez tous ces IE, LU. Mais en tout cas, c'est assez rare que l'ETF touche 100% des dividendes, même si parfois ça peut être le cas, mais c'est moins le cas quand l'ETF va investir à l'étranger. Ensuite, sur la réplication synthétique, vous avez forcément des frais de swap, puisque la réplication synthétique, c'est que la société de gestion, quelque part, délègue à un intermédiaire financier la création de la performance, puisqu'il échange la performance du panier qui est dans l'ETF, qui est en général un panier de valeur européenne ou parce que le marché est difficilement accessible. Et puis, il faut le dire, quand on fait de la réplication physique, l'intérêt de la réplication physique, c'est qu'effectivement, il y a une forme de reflet fidèle entre l'ETF et l'indice, sauf, petit bémol, en cas de réplication optimisée où la société de gestion décide de ne pas acheter les 5000 titres composant l'indice, mais se dit que les 500 derniers pesant 3%, mais vous avez un reflet, et dans ces cas-là, la société de gestion fait du prêt de titre, qui est une source de risque, mais aussi une source de rémunération. À tel point qu'on a vu, j'ai plus l'exemple, mais un ETF, je ne sais plus de quelle maison, mais sur le S&P 500, à la fin de l'année, délivrer une performance supérieure à son indice de référence. Mais en général, c'est parce que le prêt de titre était très rémunérateur. Pourquoi le prêt de titre est très, très, très rémunérateur? C'est parce qu'il y avait beaucoup de demandes de la part d'investisseurs qui veulent des titres qu'ils vont shorter. L'intérêt de celui qui emprunte les titres, c'est de les shorter. Donc en général, quand l'ETF bat son indice de référence grâce au prêt de titre, c'est parce que les marchés sont orientés à la baisse. Voilà. Dans ces cas-là, limite, mieux vaut pas voir l'ETF. On remonte un peu à la surface pour voir la totalité de l'iceberg. C'est donc qu'il y a des choses visibles au sein de l'ETF. Vos frais de gestion, les coûts administratifs, donc tout ça, c'est le TER. Donc, souvent affiché sous forme de frais de gestion. Je rappelle au passage, puisqu'on parle quand même de frais de détention, que
Normalement, la plupart du temps, vous payez des droits de garde, d'accord? Alors, parfois ils sont cachés. Hem Et puis il y a ce qui ne l'est pas, voilà, tout ce dont je viens de parler et qui est résumé ici, que je ne vais pas redire. Et que finalement, ça peut représenter 50 à 80 des frais totaux. Donc c'est, pas négligeable du tout. Alors, attention à un élément, c'est que alors je vous ai dit selon les plateformes, ils sont brokers ou ils sont pas brokers, ils sous-traitent ou ils sous-traitent pas. Attention aux plateformes qui proposent des, 0 frais, d'accord? Ils vous disent: «Ben voilà, il y a 0 frais de transaction». Ce sont des plateformes qui se, payent sur les spreads, d'accord? Donc, en fait, pour reprendre mon schéma, le spread que vous avez ici, donc c'est le spread de marché. Eux, ils vont vous proposer ça, d'accord? Et la différence, c'est ce qu'ils gagnent. Voilà, je ne suis pas fan de ce genre de façon de faire. Moi, je préfère, voir ce que je paye et donc la façon de mesurer ce qui est visible au départ et de ce qui est inconnu, c'est forcément a posteriori, hein. A posteriori, c'est de voir cette fameuse tracking différence dont je vous parle, qui est l'écart entre la performance de votre ETF et la performance de l'indice. Et là, vous avez la totalité des gouttes de détention. En conclusion, le TER, c'est une vision très partielle des frais, que la performance embarque presque tous les frais de détention. Ah, je dis presque parce qu'il y a ces fameux droits de garde qui ne sont pas liés à l'ETF, hein, qui sont liés à votre banque dépositaire. Et je pense que vous avez compris que l'exécution d'un ordre d'achat ou de vente d'un ETF est un vrai métier. C'est vraiment un vrai métier. En conclusion, hein, faites bien la différence entre le TER et les frais totaux, qu'il n'y a pas de coûts cachés, il y a juste des coûts inconnus. Faites attention avec quelle plateforme vous travaillez. Et que dès la semaine prochaine, on fait des webinaires opérationnels payants sur des conseils très factuels. Bien sûr, je précise pour ce webinaire et pour tous les suivants, ce n'est pas du conseil en investissement. Consultez votre conseiller financier préféré vous pouvez leur parler de ce qu'on fait nous. Ils viendront peut-être travailler avec nous. Vous dire également que si vous nous notez sur Google, c'est plutôt sympa. Ça nous aide à faire rayonner nos marques Luxavi et ETF Finance. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à tous. Ciao, bye.